publique. Depuis quelques jours, tout le monde en parle. 7 pays parmi les plus riches de la planète, dont la France, ont annoncé le week-end dernier s'être mis d'accord sur un impôt mondial. C'est inédit, c'est une première. Les bénéfices réalisés par les multinationales à l'étranger pourraient à l'avenir être taxés à au moins 15%. Alors cette réforme va-t-elle réellement voir le jour? Est-ce vraiment la fin des paradis fiscaux, comme on l'a beaucoup entendu? Pour en parler, 4 experts en quelque sorte de ces questions avec moi en plateau aujourd'hui. Éric Bocquet, bonjour. Bonjour. Sénateur communiste du Nord. Avec moi également en plateau, Jean-François Husson, bonjour. Bonjour. Sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle. Et puis également avec nous en visio, Isabelle Tisse-Saint-Jean, bonjour. Vous êtes économiste, secrétaire national en charge des études au Parti socialiste. Et également avec nous en visio, Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut IFRAP. Vous avez signé en janvier 2021 ce livre « La France peut-elle encore tenir longtemps ?» C'est paru aux éditions Albin Michel. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors avant de mettre les pieds dans le plat, si vous voulez bien, on va mesurer un peu le parcours qui reste à faire avant que cette réforme voie le jour. Regardez ce sujet, il est signé Marion Delpech. C'est un pas de géant, la naissance d'une taxe mondiale pour les multinationales. À l'issue d'un sommet de 2 jours à Londres, les ministres des Finances des pays du G7 ont voté un accord pour mettre en place une taxation mondiale d'au moins 15% sur les bénéfices des entreprises. Un accord jugé historique par le ministre des Finances britannique et par Bruno Le Maire. C'est un accord historique. Pour la première fois depuis des années, les États membres du G7 sont capables de définir des règles pour le système international du XXIe siècle. Un accord encore inimaginable il y a quelques mois. Donald Trump avait torpillé les négociations. L'équipe de Joe Biden et sa secrétaire au Trésor les ont remises sur la table. Si le projet de réforme est unanimement salué, le niveau du taux proposé fait lui débat, comme l'explique la responsable de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. C'est un taux qui est quand même extrêmement bas et c'est un taux qu'on a fixé pour ne pas s'attirer trop d'opposition, que ce soit de la part des entreprises et des multinationales qui sont concernées ou de la part des États qui appliquent des taux très bas et qui sont vraiment des acteurs de la concurrence fiscale. Il est clair que, somme toute, ça reste un taux qui est très éloigné des taux pratiqués dans nos grandes économies et donc des taux que subissent les petits entrepreneurs, les commerçants qui, eux, ne peuvent pas délocaliser leur activité et profiter de taux plus bas. Le texte prévoit une autre mesure spécifique aux multinationales hyper bénéficiaires, comme les géants du numérique. Dans les pays où ils gagnent de l'argent, ils devront mettre davantage la main à la poche. Une étape politique nécessaire mais pas suffisante. Cet accord devra aussi être adopté par le G20, le groupe des 20 pays les plus industrialisés, qui se réunira en Italie le mois prochain. Éric Bocquet, vous y croyez, vous, à cette réforme? Elle va vraiment voir le jour? Écoutez, moi je me remémore 2009, le G20 de Pittsburgh, où un ancien président de la République française avait décrété ex cathedra la fin des paradis fiscaux. Nicolas Sarkozy. Voilà, c'était il y a 12 ans. Et depuis, je ne vais pas énumérer l'immensité des scandales qui ont révélé l'existence et le développement de l'évasion fiscale sur cette planète, LuxLeaks, l'affaire Cahuzac, UBS, HSBC, etc., etc. Donc tout cela continue et va de plus belle. Donc là, la petite nouveauté que je prends en compte quand même, c'est le pas en avant des Américains qui a changé un peu la donne. Merci Joe Biden. Thank you Joe, effectivement, merci Joe. Mais déjà, il en a rabattu un peu, puisqu'il y a 2 mois, il a annoncé 21%. Et là, on démarre les discussions avec un taux de 15% qui est effectivement notoirement insuffisant. Monsieur Husson, cette réforme, vous y croyez, vous? Quand est-ce que les multinationales vont passer à la caisse? 2025, 2030? Ça va prendre du temps en tout cas. Non mais d'abord je pense qu'il faut saluer la décision. Aujourd'hui, ça a été annoncé samedi, on est déjà en train de critiquer un premier pas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, et Dieu sait si on n'est pas tout à fait de la même sensibilité politique avec Éric Bocquet, je pense que c'est une décision qui doit marquer, alors pour moi qui entre dans l'histoire, qui doit marquer finalement à la fois un objectif de solidarité et de justice fiscale. Et donc, quand même, de poser cette base aujourd'hui de discussion à l'échelle planétaire, c'est pas rien. Je compare juste la France, jusqu'à présent, notamment par l'intermédiaire de son ministre de l'économie et des finances, se battait avec ses petits points, mais avec volontarisme, pour la taxe GAFA. Là, il y a une ambition qui est plus grande.
ne demandez pas en 2 coups de cuir à peau de trouver ex abrupto la solution qui convient à tout le monde. G7, il y aura un deuxième temps le G20 et il y aura l'OCDE. Il faut... Pas facile l'OCDE. Hein. Mais non, mais il faut un peu de temps. Et puis on verra, chacun va devoir aussi montrer dans quelle disposition d'esprit il est, avec quel entrain. Et puis je pense qu'il faudra jouer collectif pour ce que des majorités se décident et l'emportent. L'Europe, à mon avis, va avoir aussi une place et un rôle important à jouer. On va revenir effectivement sur l'Europe, mais avant ça, j'aimerais vous entendre, Agnès Verdier-Molinier. Après 40 ans de baisse d'impôts sur les entreprises, c'est un changement de paradigme ? Écoutez, on ne peut pas être contre un impôt minimum. La question, c'est comment on va calculer ce taux de 15%. Et pour l'instant, c'est pas très clair. Hein. Il y a une 40aine de pages dédiées à la formule de calcul dans les documents préliminaires de l'OCDE. Et vous savez, quand on regarde les taux affichés, et puis les taux effectifs, et puis les taux marginaux effectifs, c'est pas toujours la même chose. Par exemple, en France, on a un taux effectif qui était en 2019 de 30,3, c'est en train de baisser un peu. Le taux marginal effectif, il est de 16,7. Vous voyez, c'est toute la question, c'est comment ça va être calculé. Visiblement, il va y avoir de l'impôt sur les sociétés, mais aussi l'équivalent de la CVAE, la taxe sur la valeur ajoutée, qu'on a en France, qui est en fait un taux de production, une taxe sur la production. Donc, tout est encore assez opaque sur la question de comment on va calculer ce taux de 15%. Il faut faire attention parce qu'on a aussi beaucoup d'ETI qui sont exportatrices, qui peuvent avoir, par exemple, des crédits d'impôt sur la recherche, le crédit impôt recherche, qui peuvent bénéficier finalement d'impôts qui sont minorés parce qu'ils investissent dans la recherche, parce qu'ils ont fait à un moment des déficits qui sont reportables et il ne faudrait pas qu'on se retrouve à taxer beaucoup plus nos propres entreprises françaises quand elles sont exportatrices, quand elles sont développées à l'international et pourtant qu'elles sont juste de très grosses PME. Donc nous attendons de voir comment vont être calculés les taux exactement et ce que ça va donner derrière. Il ne faut pas oublier que nos entreprises, elles ne sont pas taxées qu'à l'impôt sur les sociétés. Hein. Moi, je m'intéresse surtout à la question de la France, aux entreprises françaises, comment les développer. On sort une étude à la Fondation IFRAP où on montre qu'on a un niveau d'imposition en France qui est de l'ordre de 150 milliards supplémentaires par rapport à la zone euro. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas un effet boomerang sur nos propres entreprises. On va en reparler. Isabelle Tisse-Saint-Jean, vous êtes d'accord avec Agnès Verdier-Molinier, un impôt mondial, pourquoi pas, mais en pratique, bonjour les problèmes. Alors, un impôt mondial, évidemment, c'était absolument indispensable. Hein. Il faut bien voir quand même qu'on avait, depuis le début des années 80, un mouvement d'érosion lié à la mondialisation et à la mise en place des multinationales et des stratégies d'évitement fiscal des multinationales. Et donc, on a eu un effondrement. Quand vous regardez les chiffres, c'est une division par 2 entre le début des années 80 et aujourd'hui, des impôts payés par ces multinationales. Alors que, effectivement, les entreprises, les PME, les TPE, elles sont sur des taux tout à fait différents. Donc, il y a vraiment une histoire d'injustice. Il y a une histoire du coup, report de la fiscalité sur d'autres acteurs, voire un effet de baisse de la capacité de la puissance publique à agir, et en particulier dans un moment comme aujourd'hui, qui est un moment où il y a une urgence à agir sur l'investissement public, sur un certain nombre de services publics qu'on voit bien qui sont à bout de souffle, la santé, la justice, l'université, la recherche. Je crois que tout le monde en est convaincu à la sortie de la crise sanitaire. Et donc c'est tout ça. C'est à tout ça qu'il faut mettre un coup d'arrêt. Et cette décision portée par Biden est effectivement une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Maintenant, effectivement, il faut voir si on va jusqu'au bout. Et les négociations ne sont pas finies
Et donc, ça peut toujours capoter, sachant que, alors attention, il y a des travaux qui ont été faits par Gabriel Zucman, que vous connaissez probablement, qui est un économiste français qui travaillait aux États-Unis, qui a été un peu à l'origine de toute cette histoire. On va reparler évidemment de cet impôt plus dans le détail, mais j'aimerais qu'on aille dans le concret, si vous le voulez bien. Ici, à présent, Jean-François Husson, comment cet impôt mondial pourrait se concrétiser sur le terrain pour une multinationale française ? D'abord, qu'est-ce que ça implique ? D'abord, il y a deux piliers. Je le redis, en France, on était parti plutôt sur ce qu'on appelait la taxe GAFA qu'on voulait mondialiser, donc c'est plutôt le numérique. Là, on s'aperçoit que ce sont les multinationales. Des multinationales, il y en a qui sont évidemment, et c'est bien, sous pavillon français. Ce qui paraît naturel, c'est de lutter contre les paradis fiscaux, le dumping social et fiscal. Et donc, il va falloir s'entendre sur ce qu'a dit Agnès Verdi-Molinier, c'est-à-dire l'assiette fiscale. Et puis, vous allez voir, on va devoir rentrer un peu dans le détail parce que selon les pays... Et c'est là où ça va coincer, entre les niches fiscales, les exceptions... les crédits d'impôt, etc. Non, mais je pense qu'il faudra... moi, je veux, à ce stade, d'abord faire confiance à la capacité des acteurs. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'avoir une annonce sans lendemain ou sur laquelle on se battrait. Je crois que c'est aussi l'intérêt, entre guillemets, des grands pays de donner une direction et après de venir travailler ensemble. Mais immanquablement, ça va amener, et dans l'exemple de la France, évidemment, notre système fiscal, il va falloir derrière le retravailler, le repenser, le faire évoluer. Parce qu'on a besoin, pour créer de la richesse et pour créer aussi de l'emploi, d'avoir des entreprises en bonne santé qui rayonnent sur le monde et qui emploient en France. On parle de réindustrialisation, par exemple. Si on veut être fort, il faut des règles, mais c'est plus facile quand vous avez des règles qui sont communes que quand vous jouez, vous pratiquez la même activité, mais avec des règles différentes. Il y a du boulot, quoi. Éric Bocquet, ça va renflouer les caisses publiques, ça ? Attendez, on n'y est pas encore. Là, vous dites il y a du boulot, effectivement. Moi, je pense qu'on engage un marathon, 42 km. On a fait les 100 premiers mètres avec cette décision. On peut rêver. Il faut, non seulement il faut rêver, mais il faut se battre, il faut lutter, il faut se mobiliser, et ça concerne l'ensemble de nos concitoyens. Quand on regarde les modalités pratiques déjà c'est pas un traité qui a été annoncé dimanche. On a fait beaucoup de communication maximum, imposition minimum, mais les modalités sont les suivantes. La taxation s'appliquerait aux entreprises dont la marge bénéficiaire dépasse les 10%. D'accord ? Et la taxe s'appliquerait aux 20% supérieurs à la marge bénéficiaire de 10%. Donc Amazon pourrait y échapper, entre autres. Déjà, on en rabat un peu. Bon. Et puis, comment dirais-je ? Après, moi, j'ai entendu la réaction du Premier ministre de la République d'Irlande qui dit, nous, avec cette taxe, on va perdre 2,2 milliards. Je doute que l'Irlande signe cet accord dans les mois qui viennent. Justement, on va voir un peu ce qui se passe ailleurs, et notamment en Europe. On va retrouver Quentin Calmet, qui est en salle des conférences. Quentin, vous êtes avec André Gattolin, je crois. Voilà, tout à fait. André Gattolin, sénateur RDPI, c'est le groupe En Marche ici au Sénat, également vice-président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Alors, un mot sur cet accord qui a été signé ce week-end. Est-ce que vous dites merci Joe Biden? C'est lui qui a visiblement pesé en faveur de cet accord, n'est-ce pas? Le soutien des États-Unis a été déterminant et puis il devra en entraîner d'autres, notamment du Japon, de quelques grands pays occidentaux. À l'origine, c'est une demande de l'Union européenne et c'est un dossier qui est porté depuis des années. Je me rappelle quand j'étais à la Commission des Finances, on avait des réunions avec l'OCDE et avec Monsieur Saint-Amand qui travaillaient sur ce dossier. Là maintenant, un accord politique a été trouvé, je suis d'accord, ce n'est pas un traité, le travail reste à faire, mais son annonce est importante et surtout, à la base, il va avoir un rôle important dans l'éradication, je dirais, des paradis fiscaux. Mais justement, il y a des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, au sein des 27 pays. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un accord facile à trouver entre tous les pays membres ? Alors c'est toujours la difficulté parce que les questions fiscales relèvent de l'unanimité. Bon, les trois principaux pays concernés, les Pays-Bas, l'Irlande et le Luxembourg, ont réagi plutôt modérément mais sans hostilité totale parce qu'ils se rendent bien compte quand même qu'ils produisent de la valeur sur le dos en fait de la valeur qui est produite
dans le reste du continent européen, notamment dans les pays les plus importants comme l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Espagne. Un mot sur ce taux, 15%, c'est un taux plancher. Il pourrait être plus élevé. Certains au Parlement européen auraient préféré un taux de 20%. Alors est-ce que vous dites à Bruno Le Maire et à certains de ses homologues européens de s'emparer aussi de cette question du taux ? La question du taux est importante, mais elle reste ouverte. Elle va pouvoir progresser et c'est l'intérêt aujourd'hui des États, avec l'endettement que tous les pays, même les plus riches, ont subi avec la crise du Covid. Donc il faudra trouver de l'argent. Le plus important et le plus déterminant, ça va être vraiment la répartition de la valeur. Vous prenez les États-Unis, vous prenez ce qu'on appelle les GAFAM, les géants du numérique. La loi fiscale de 2017 qui a été engagée par Donald Trump a augmenté singulièrement leurs impôts et leur obligation de rapatrier leurs bénéfices aux États-Unis. Que vont dire les États-Unis quand on va dire nous voulons notre part sur la valeur produite par Google en Europe alors qu'ils sont déjà taxés à plus de 25% aux États-Unis. C'est là où le travail commence. À mon avis, on va vers d'âpres négociations et malheureusement, et comme toujours, des compromis. Mais si ce sont des compromis qui vont dans la bonne direction, eh bien profitons-en. C'est mieux que l'état actuel qui est profondément inquiétant. Merci beaucoup. Merci André Gatelin d'avoir accepté de réagir à notre micro ici. Merci beaucoup Quentin. Agnès Verdier-Molinier, il va falloir convaincre l'Irlande de relever son taux d'imposition. Comment faut s'y prendre ? Bah oui, il va falloir les convaincre et c'est pas gagné d'avance, mais je voudrais réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que tout ça, ça va renflouer les caisses de l'État français? C'est pas du tout sûr, parce que d'une part, ça peut renflouer parce qu'on peut récupérer, c'est vrai, un peu d'un côté pour ceux qui finalement vendent en France, mais d'autre part, pour les entreprises françaises qui vendent à l'étranger, celles qui sont au-delà de 20 milliards de chiffre d'affaires, de plus de 10% de marge, ça a été évoqué tout à l'heure, eh bien celles-là, elles vont devoir potentiellement payer dans d'autres pays. Et c'est autant qu'on va potentiellement perdre aussi pour le Trésor français. Donc, il ne faut pas du tout crier victoire, parce qu'on a des entreprises dans le CAC 40, par exemple, hein, ça a été cité dans la presse, LVMH, Air Liquide, qui vont être concernées par cet impôt mondial. Et là, ça va être des pertes pour la France. Donc, il faudrait bien faire les comptes des deux côtés et éviter de jouer la politique des bisounours en se disant que ça va absolument nous rapporter. C'est pas sûr du tout, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises installées pour leur siège dans notre pays, mais qui vendent et qui sont beaucoup finalement dans la production et dans la vente à l'étranger. Et là, ça peut poser beaucoup de questions sur ce que ça va vraiment permettre de récupérer au niveau du Trésor français. Donc, plutôt que de se poser toutes ces questions de comment on va convaincre les autres pays, déjà faisons le bilan de comment dans notre pays, ça va avoir un impact sur les recettes publiques, sur nos entreprises. Et je trouve qu'à ce stade, on est beaucoup dans la communication, mais pas beaucoup dans l'étude d'impact et dans l'évaluation. Cette annonce de cet accord du G7 a en tout cas suscité et suscite, on le voit encore, beaucoup de réactions, de commentaires. Parmi ces réactions, je voulais vous faire écouter Thierry Breton, commissaire européen en marché intérieur. Pour lui, cet accord rebat complètement les cartes. Écoutez, c'était sur RTL. C'est quand même une avancée extrêmement significative, parce que ça veut dire finalement quelque part la fin des paradis fiscaux, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ça, c'est quand même. Vous allez jusque là. Vous me dites ce matin, c'est la fin des automatiquement, parce que chaque pays va avoir maintenant une obligation de taxer à minima, je dis bien, parce que c'est pas, peut-être que ça montera un peu, de 15%. Donc les entreprises qui exercent une activité, y compris une activité de marché, c'est-à-dire pas uniquement si elles ont un lieu d'établissement dans ces pays. Donc oui, c'est une vraie révolution et ça va vraiment dans le bon sens. Isabelle Tisse-Saint-Jean, c'est la fin des paradis fiscaux ? Alors, en tous les cas, c'est un coin. C'est un coin et il faut absolument appuyer. Je voudrais revenir sur l'évaluation de l'impact. Alors, évidemment, donc il y a des travaux qui ont été faits, en particulier ceux de l'Observatoire européen de la fiscalité, qui vient de sortir une note très précise avec un certain nombre de scénarios. Et dans le cas d'un accord international, il regarde les taux de 15, 21 et 25%. Et effectivement, et on voit que dans tous les cas, c'est bénéficiaire pour la France. Alors évidemment, c'est pas à la même hauteur. C'est-à-dire que si vous prenez 25%, c'est 26 milliards en plus pour les caisses de l'État. Et si en revanche, vous arrivez à 15%, on est entre, alors eux, ils estiment 1,3.
quand une note du CAE estimait que c'était aux alentours de 8 milliards. Donc, dans tous les cas, c'est bénéficiaire. Et dans tous les cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, il est normal que des entreprises multinationales, fussent-elles françaises, payent des impôts et participent de l'effort de la fiscalité pour notre pays, surtout quand on sait que c'est quand même les grandes gagnantes. Il y a deux grands gagnants du phénomène de mondialisation et de la crise sanitaire, c'est les très grandes fortunes et les multinationales. Sur ce point de l'impôt, je pense que tout le monde remettre de la fiscalité sur ces acteurs. Sur ce point, sur le principe même de cet impôt, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Mais j'aimerais savoir si c'est oui ou non la fin des paradis fiscaux. Je pense qu'il faut le souhaiter. Mais je redis, parce que quand vous dites paradis fiscal... Il y a paradis fiscal et paradis fiscal, c'est ça ce que vous dites? Non. Avec des taux un peu différents, oui, d'abord, Irlande... Non, mais je pense qu'on ne peut pas accepter, dans les heures que connaît la planète, de continuer à avoir des paradis fiscaux. Je crois que c'est un objectif. Si on ne partage pas cet objectif, je pense quand même qu'on est pour le moins décalé par rapport au sens qu'on doit donner à l'engagement, et à l'engagement public, mais également aux responsabilités qu'on exerce. Je crois que c'est une évidence. Après, moi je veux redire une chose. Là, il va falloir jouer à découvert et il va falloir reconstruire des dispositifs à une échelle à la fois nationale et internationale, des outils de fiscalité. Et ça va également toucher, par exemple, si on regarde la France, ça va à un autre moment nous interpeller. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi le sentiment d'être un peu démis de marge de manœuvre du fait de l'arrivée d'une taxe mondiale qui participe, je pense, d'un besoin et d'un équilibre nouveau nécessaire à bâtir. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il va falloir coopérer à l'échelle internationale de manière beaucoup plus intense qu'avant. Oui, et puis à commencer par l'Union européenne. Il faut qu'enfin l'Union européenne reconnaisse qu'il existe en son sein des paradis fiscaux. On a cité l'Irlande, on a cité les Pays-Bas, le Luxembourg. Je rappelle les révélations fracassantes du mois de février, la OpenLux. Le journal Le Monde a fait une enquête là-dessus. 55 000 sociétés offshore, 6 500 milliards d'actifs détenus par ces sociétés offshore. Donc au sein de l'Union européenne, il y a des paradis fiscaux. Quand on regarde la liste officielle des paradis fiscaux telle que conçue par l'Union européenne, n'y figure aucun de ces États. Je peux citer l'autre exemple des Bermudes. Microsoft a son siège à Dublin, en Irlande. L'Irlande, c'est l'Union européenne. A fait 325 milliards de dollars de profit l'an dernier en payant $0 d'impôts. 0 employé. Parce que le siège officiel de la filiale de Microsoft se trouve aux Bermudes, où là, l'impôt société est à 0%. Alors, si on veut un impôt, c'était à 0%, il faut le décider. Mais il faut changer la société. Alors, on parle beaucoup d'Europe depuis tout à l'heure. Et la Chine, on n'en parle presque pas. La Chine, il faut pourtant en parler. Agnès Verdy-Molinier, on dit quoi aux Chinois pour les convaincre avec cette difficile question de Hong Kong, notamment avec une fiscalité pour le moins avantageuse? Écoutez, pour les Chinois, pour essayer de les convaincre, ça va être effectivement compliqué, évidemment. C'est que le début de la négociation. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle pas simplement d'impôt minimum, mais d'impôt maximum. Parce que je trouve que ce serait cohérent. Se dire que peut-être il y a un plancher, mais qu'il y a aussi un plafond. Nos entreprises françaises sont les plus imposées par rapport à tous les pays comparables. Il n'y a pas que l'impôt sur les sociétés, il faut bien se dire qu'il y a aussi toute la cascade de taxes sur la production qui pèse sur nos entreprises. C'est 99 milliards en 2019. Donc, vous voyez, l'impôt sur les sociétés, c'est une trentaine de milliards. Les taxes sur la production, c'est 99 milliards. C'est plus de 400 milliards qui sont payés par nos entreprises en prélèvements obligatoires au total. Pourquoi est-ce qu'on est toujours sur les questions de minimum, alors que nous, ce qui handicape notre pays, c'est aussi le fait qu'on soit allé beaucoup plus loin que les autres pays en niveau de taxation. Si on se mettait rien qu'au niveau de la zone euro, on serait à 6 points de PIB de moins, 150 milliards de moins. Donc, moi, j'aimerais qu'on regarde les sujets sous tous les angles. Oui, à mettre des impôts minimums, mais il faut aussi mettre finalement du maximum dans cette question, parce que notre compétitivité, notre industrie, on parle de réindustrialiser la France, on parle de développer des entreprises en France, on parle de créer des emplois marchands en France, c'est absolument essentiel. Je crois que c'est un des axes de campagne qui va se décider pour 2022.
Il faut absolument qu'on ait un vrai débat sur ce sujet et qu'on n'occulte pas ça par des gros débats sur le taux d'impôt sur les sociétés qui finalement est une toute petite partie de l'impôt payé par nos entreprises. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Merci beaucoup. Isabelle Tisse-Saint-Jean, vous êtes d'accord, il faut aussi un impôt maximum en quelque sorte ? Non, c'est toujours la même logique. Bon, et si on regarde, effectivement, il faut avoir une perspective globale et regarder l'intégralité de ce qui pèse sur les entreprises. Mais il faut aussi regarder à ce moment-là les subventions dont bénéficient les entreprises françaises. Voilà. Et donc, et à ce moment-là, on voit des chiffres complètement différents qui apparaissent. J'en donne deux simplement, en restant sur l'impôt sur les sociétés. Si on regarde le poids de l'impôt sur les sociétés dans le PIB en France, alors effectivement, facialement, on a un taux beaucoup plus important, mais sauf que on a une base qui est toute mitée, si vous me passez l'expression, et le résultat, c'est qu'on est à 2,24% du PIB, quand la moyenne de l'OCDE, c'est 3,14%. Si vous regardez un autre chiffre qui est donné par le FMI, vous voyez que la productivité, l'indice de productivité de l'impôt sur les sociétés est aussi extrêmement faible. Donc c'est on a une série de tuyaux qui rentrent, qui sortent. Donc moi, je veux bien qu'on regarde l'ensemble, mais à ce moment-là, regardons aussi ce qui rentre. Hein. Et puis surtout, arrêtons de penser que l'attractivité d'un pays, c'est simplement lié à ça. L'attractivité d'un pays comme la France, c'est aussi la qualité de ses services publics, c'est aussi le niveau d'éducation, c'est plein de choses, c'est pas seulement ça. Et donc là, c'est vraiment toujours la même logique qui est une logique qu'on subit depuis maintenant le début des années 80 et qui nous amène dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et je crois que là, on est dans un moment de tournant grâce effectivement à ce qui se passe aux États-Unis. Et j'aimerais que le gouvernement soit plus en appui, plus ambitieux, au lieu de... bon, on le sent quand même un peu faible sur... il n'a pas vraiment appuyé les 21% de Biden. Merci beaucoup Isabelle Tisse-Saint-Jean. J'aimerais juste vous entendre, messieurs les sénateurs. On se dirige vers un alignement des fiscalités en Europe peut-être d'abord ou pas du tout ? C'est un chantier qu'il faut ouvrir d'urgence, le chantier de l'harmonisation. Encore du boulot. En mettant fin à la règle de l'unanimité sur les questions fiscales au sein de l'Union européenne. Monsieur Huchon. Non, je pense qu'il faut effectivement de la coordination. Je pense que c'est vraiment ce qui doit permettre à l'Europe de grandir. De la coordination et de l'identité aussi des pays membres. Voilà, il faut travailler sur les deux. L'Europe, finalement, c'est un tandem. Il ne faut pas que l'Europe prenne le pas de trop sur les pays et leur marge de manœuvre. Et il faut, par contre, que les nations aient une ambition européenne plus forte. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ces débats pour des raisons d'équité. Je rappelle que Jean-François Husson, vous êtes candidat